que je réalise et que je comprenne vraiment ce qui s'était passé et ce à quoi allait ressembler ma vie en fait. Et là donc je découvre ce qu'est une stomie, cette poche sur mon ventre qu'au début je voulais décoller, je comprenais rien à ce qui se passait. Tu sors les gens du clan des pestiférés ou du ghetto des pestiférés. Vraiment, je te dis un énorme merci. Mon corps n'était plus le même. J'ai jamais voulu le voir comme quelque chose de sale en fait, comme les gens peuvent parfois le voir. Je me suis dit putain en fait je reviens de loin. Je ne me trouvais pas jolie, je ne me trouvais pas désirable, je me disais personne ne pourra m'aimer comme ça, je ne pourrai jamais avoir d'histoire d'amour. Il y a des instants qui sont rares, qui me permettent d'oublier un instant que j'ai tout ça. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. J'ai rencontré Charlène il y a un peu plus d'1 an lors d'un événement en ligne qui réunissait des influenceurs de santé qui partageaient leur histoire. Je suis complètement tombée sous son charme et son parcours m'a touchée en plein cœur. J'ai commencé à la suivre sur Instagram, j'ai toujours été terriblement touchée par son authenticité, ses partages généreux, son humanité et surtout sa force, sa résilience, son sourire craquant et son courage. Elle dit qu'elle n'est pas exceptionnelle, qu'elle est comme tout le monde et qu'elle n'a juste pas eu le choix. Moi, je vous dis que je la trouve exceptionnelle et j'ai eu beaucoup de chance de partager un moment doux avec elle. En 2 mots, Charlène a eu une rectocolite hémorragique à l'âge de 13 ans et un tas de traitements pour gérer cette inflammation chronique du côlon jusqu'à l'âge de 18 ans. Rien ne fonctionnait et la solution ultime était de procéder à une opération qui consistait à retirer la partie du côlon atteinte par la maladie et tout allait être formidable et elle allait enfin récupérer une vie normale. À part que l'opération s'est transformée en un véritable cauchemar. Suite à une mauvaise artère coupée, et donc une erreur médicale qui n'est pas l'objet de ce podcast, Charlène s'est retrouvée après 10 jours de coma avec une poche, une stomie, une colostomie à vie. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce qu'est une stomie, d'abord je suis vraiment heureuse que vous écoutiez ce podcast parce qu'il est temps de lever les tabous autour de la réalité de millions de personnes stomisées dans le monde et qu'on réalise l'enfer que ça représente pour certaines qui se sont complètement repliées sur elles-mêmes. Il y a plein de types de stomies, mais pour faire simple, il y a les stomies pour recueillir les selles et les stomies pour recueillir les urines. Les stomies pour recueillir les selles peuvent être reliées à des endroits différents des intestins et Charlène nous explique cela mieux que moi. Je trouve que c'est important de connaître leur réalité pour pouvoir les comprendre, les insérer et arrêter de juger cela comme sale et dégradant parce qu'une des grandes difficultés de cette maladie est le regard des autres. Notre jeune Charlène s'est retrouvée à 18 ans avec une poche à vie. Et en plus, on lui a annoncé qu'elle serait branchée 24 heures sur 24 à des perfs de nutriments. Logique, elle n'avait plus d'intestin. L'enfer, vraiment l'enfer. Elle prend le temps de nous raconter son histoire, toutes les étapes qu'elle a traversées avec courage et détermination. L'éviction sociale, la colère, la rage même, l'incompréhension, l'acceptation. Elle nous dit que l'acceptation est un travail de tous les jours. On pourrait croire que c'est linéaire, que la courbe du deuil est linéaire. On aimerait tellement qu'elle le soit. Hop, déni, colère, dépression, acceptation, résilience. Mais il n'en est rien. C'est un processus fait d'incessants allers et retours, et c'est important de le savoir. On croit parfois être arrivé à l'acceptation totale, et hop, case départ. C'est un travail de tous les jours. Charlène nous dit que certains jours, elle est à 200% d'acceptation, certains jours à moins 2%. Merci pour ce partage qui déculpabilise. Merci de nous dire que c'est normal. 5 ans après cet événement terrible, elle a décidé de lancer la page Instagram Kangaroo Girl. Elle a littéralement lancé un mouvement extraordinaire et aide aujourd'hui des milliers de personnes à sortir du clan des pestiférés, du ghetto des pestiférés. Et pour cela, encore un énorme merci. Merci Charlène pour tout ce que tu fais pour toute la communauté, puisque beaucoup de personnes stomisées sont des personnes qui ont ou ont eu un cancer. Charlène nous parlera de comment elle a fait face au regard des autres.
Imaginez une adolescente belle comme un cœur et le regard des ados con-con. Elle nous parlera de toutes les peurs qu'elle a eues, d'intimité avec une stomie, du kangourou shop qu'elle a développé avec une couturière et son mari, de son chemin de résilience, d'espoir, de dépasser ses limites et ses peurs, de ses petites et grandes joies et de ses rêves aussi. Et puis je terminerai par ceci. Quelque chose qui m'a fort marqué et qui m'émeut encore aujourd'hui. Charlène a dit à un moment « C'est le bonheur, je ne dois plus être perfusée 15 heures sur 24, mais je passe à 12 heures. » Ça vous fait quoi d'entendre cela ? Moi, je me dis plein de choses. Premièrement, et même s'il n'y a pas de gradation dans les peines et les souffrances, que son témoignage permet de remettre un peu l'église au milieu du village quand on se plaint pour des petites choses sans importance. Segundo, que j'ai beaucoup de chance de ne pas vivre avec une stomie, parce que ça peut arriver à tout le monde. Et puis, plus fondamentalement, je me dis que le bonheur et la joie sont tellement relatifs. C'est fou. Grande peine, grande joie ? Je me demande. Est-ce que c'est la souffrance et la peine profonde qui font apprécier chaque petit instant de joie ? Faut-il avoir connu une peine profonde pour vivre une joie intense ? Finalement, tout le monde a connu une peine profonde, mais sommes-nous tous ouverts et prêts à accueillir la joie, à en faire toute l'expérience ? Elle nous dit que la vie est si belle, malgré toutes les contraintes qu'elle vit au quotidien. Et elles sont lourdes, archi lourdes. Même si elle voulait oublier sa poche pendant 2 jours, elle ne pourrait pas, c'est impossible. Elle garde le sourire, elle poursuit ses rêves et ses projets, malgré ces difficultés énormes de vivre avec une stomie. Et j'insiste sur le mot « malgré ». Xavier, chez qui je vais toutes les semaines pour des séances de Reiki, parle toujours de la joie malgré, de la vie malgré. Au tout début de mon cancer, je me disais, dis donc, c'est quand même un peu pessimiste en fait, ce malgré. Eh bien non, pas du tout. C'est réaliste. C'est la vie belle et fragile, malgré toutes ces difficultés bien réelles. La vie, la joie sont un combat de tous les jours. L'acceptation aussi. Je vous souhaite une bonne écoute. Je pense que vous allez aussi craquer. Charlène est tout juste tellement touchante et extraordinaire à écouter. Bonjour Charlène. Bonjour Delphine. Merci 1000 fois d'avoir accepté mon invitation à venir témoigner sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Merci à toi. Je suis trop contente que tu fasses briller ce podcast par ton sourire, ta résilience, ton courage. Alors moi, je trouve qu'on dit pas assez aux gens qu'on les aime, qu'on les admire. Et vraiment, là, je te dis ouvertement devant tout le monde que j'ai une admiration, mais sans borne, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as mis en place. Je trouve que tu es vraiment le courage et la résilience à l'état pur. Tu aides énormément de femmes. Et donc, c'est pour ça que c'était vital, indispensable de t'avoir sur le podcast pour venir partager ton histoire. Et donc, on va commencer de manière relativement classique. C'est toujours une petite présentation de ton histoire, de ton âge, où tu habites pour mettre le contexte et on va dire l'événement qui a changé ta vie quand même, parce que ça a radicalement changé ta vie. Et voilà. Et si tu pouvais un petit peu nous raconter, je vais rebondir évidemment sur ce que tu dis, te poser des questions au fur et à mesure. Mais voilà, tu commences où tu veux, voilà, et tu termines où tu veux, mais je te laisse te présenter. Ça marche. Déjà, tout d'abord, je voulais juste te dire que je suis profondément touchée. Je suis toute rouge avec tous les compliments que tu as dit. Et surtout que cette admiration est réciproque. Je t'admire et je t'aime beaucoup. Donc, je suis ravie de pouvoir faire ce podcast avec toi aujourd'hui. Moi, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Charlène. J'ai 28 ans. Je vis dans le sud de la France. J'ai eu une rectocolite hémorragique quand j'avais 13 ans. Donc, c'est une inflammation chronique de l'intestin. Donc, moi, pour ma part, c'était le gros côlon. J'étais toute petite, j'étais au collège, j'étais en 3e et j'ai découvert cette maladie que je ne connaissais pas du tout à travers des symptômes gênants. Est-ce que c'est une maladie assez fréquente et difficile à diagnostiquer ou pas spécialement ? Alors, pas si fréquente que ça parce qu'on n'en parle pas en fait. C'est très tabou quand ça touche aux intestins, au caca, c'est très tabou. Donc moi, je n'avais pas la connaissance, je ne savais pas ce que c'était. J'ai été consulter un gastro-entérologue, donc c'est un médecin vraiment spécialisé dans les intestins et c'est lui qui m'a orientée vers un traitement. Donc on a commencé par le traitement de base de Pentasa. Après, on a essayé des corticoïdes, on a essayé des immunosuppresseurs, on a essayé des perfusions d'anti-TNF-alpha qui avaient pour rôle de bloquer les crises en fait. Ouais, voilà. Alors c'est compliqué à expliquer médicalement parlant, mais voilà, c'était pour éviter tout ce qui est toutes les crises qui venaient de manière chronique et de manière assez violente aussi.
Et en fait, j'étais réceptive à aucun traitement. J'avais des symptômes qui grandissaient de jour en jour. Je faisais des malaises, je me déshydratais, je perdais beaucoup de poids. Évidemment, je me vidais en fait. Je me vidais de sel, de sang et autres, pas glamour du tout. Si jeune en plus, quoi. Ouais, j'avais 13 ans. Donc, de mes 13 ans à mes 18 ans, on a essayé plusieurs traitements pour essayer de calmer la maladie, de m'apaiser au maximum. Et j'étais réceptive à rien. Donc, à 18 ans, lors d'une consultation avec ma gastro-entérologue, elle m'a dit que ma seule dernière alternative, mon ultime solution serait de m'opérer, de me retirer la partie atteinte par la maladie. Donc, dans mon cas, c'était la totalité du gros côlon. Et j'ai accepté parce que j'étais vraiment arrivée à un stade où je n'en pouvais plus. J'étais presque déscolarisée. Je n'allais plus à l'école parce que c'était impossible. Je passais mon temps aux toilettes, ou mon temps à me vider, mon temps à dormir. Et quand je me vidais pas et que je ne dormais pas, je faisais des malaises. Enfin, c'était vraiment devenu ingérable et invivable. Voilà. Donc, cette intervention qui était mon ultime solution, j'ai accepté. J'ai rencontré donc un chirurgien qui m'a expliqué comment ça allait se passer, le déroulement. Donc, à la base, en fait, on était censé me retirer le côlon, de m'aboucher un petit morceau d'intestin à la peau. Donc, c'est ce qui signifie avoir une stomie, en fait, pendant 3 mois, qu'on remette en continuité, ce qui me permettrait d'avoir une vie normale. Parce qu'on peut avoir une vie normale sans côlon, sans problème. Ah oui, donc il y avait quand même ça, je savais pas, il y avait quand même une période de 3 mois avec une stomie, et puis on reconnectait, et puis retour à la vie normale. En fait. Voilà. Ouais, peut-être tu vas terminer l'histoire, mais expliquer en fait aux gens ce que c'est une stomie, parce qu'il y a tellement de personnes touchées, et c'est vrai qu'en fait, quand on n'est pas concerné, on ne sait pas. Juste, je voulais dire, voilà. donc, comme l'opération, je continue cette phrase et après il y a tellement de choses à dire. Donc, comme l'opération s'est très mal passée, le chirurgien a coupé la mauvaise artère et j'ai pas trop envie de m'attarder sur ce sujet. Donc, je me réveille en fait de cette intervention après 9-10 jours de coma. C'était vraiment très compliqué parce que on savait pas si j'allais m'en sortir. Tout a nécrosé très rapidement à l'intérieur. Chaque jour, je me faisais opérer. Chaque jour, je passais sur la table pour sauver un maximum d'intestin. Et je me réveille avec 50 cm d'intestin grêle après 9-10 jours de coma, avec une poche sur le ventre, avec des cicatrices partout sur le corps, sans comprendre ce qui m'arrive parce que je suis encore dans le flou et avec l'effet des médicaments qui me shootent en fait. Donc, je comprends pas. C'est vraiment, vraiment terrible ce qui s'est passé, mais tes parents étaient déjà au courant. Toi, tu étais en fait maintenue dans ce coma c'est ça, à cause de ce qui s'est passé terriblement malencontreux. Je peux même pas, y a pas de mots en fait. Ouais, mes parents étaient au courant et moi je me réveille tout juste, donc on savait même pas si je comprenais. En fait, j'entendais, mais j'assimilais pas les informations en fait. Voilà, je voulais quand même juste mentionner que ce qu'on a décidé avec Charlène aujourd'hui, c'est de ne pas rester dans cette erreur médicale et de s'attarder là-dessus. Charlène a des messages plus porteurs. Voilà, on a vraiment envie de parler d'espoir, de résilience. Donc, je pense que c'est vraiment important d'expliquer le contexte et de voilà ce qui s'est passé, mais de pas rester dans. C'est pas un podcast sur l'erreur médicale. Donc, exactement. Donc voilà, et ça, vraiment, je voulais vraiment insister dessus. C'est que, évidemment, ça fait indéniablement partie de ma vie et de mon histoire. Mais, c'est pas le message que je veux faire passer, ni ce sur quoi je veux rester, en fait. J'ai vraiment développé quelque chose après tout ça. Et c'est ça dont je veux vous parler. Et donc, comment s'est passé le début? Donc, en fait, à un moment donné, tu as récupéré tes esprits, on t'a expliqué tout ce qui s'était passé et donc, on t'a expliqué que tu allais garder cette stomie à vie. Donc, à un moment donné, évidemment, oui, j'ai retrouvé mes esprits quelques jours après, parce que là, on parle de jours, même de semaines, pour que je réalise et que je comprenne vraiment ce qui s'était passé et ce à quoi allait ressembler ma vie, en fait. Et là, donc, je découvre ce qu'est une stomie, cette poche sur mon ventre qu'au début, je voulais décoller, je comprenais rien à ce qui se passait. Et tu savais ce que c'était? Tu avais déjà entendu parler de ça? Oui, je m'étais renseignée parce que... Ah ben oui, c'est malin, on t'avait dit que tu aurais peut-être pendant 3 mois, oui. Voilà, je m'étais renseignée, ce qu'on m'avait dit que ça serait une possibilité, c'est-à-dire qu'au réveil, normalement, j'avais 90% de chance de me réveiller quand même avec, mais de manière provisoire, ou alors ça se pouvait qu'il fasse cette intervention directement. Mais honnêtement, je me souviens plus, donc je sais pas si c'est important de me parler parce que je me souviens plus si on m'avait dit que ça serait possible
que je me réveille directement avec la mise en continuité, ou s'il y avait ces 3 mois obligatoires. Et ça, honnêtement, j'ai plus la notion. Pour moi, c'est important que tout le monde sache ce que c'est, parce que c'est une réalité. Tu dis qu'il y a 80 000 personnes qui sont stomisées en France, donc dans le monde, je sais pas, on peut calculer en millions. C'est une réalité, ce n'est pas quelque chose d'ultra rare, et je trouve que c'est important que les gens sachent, qu'on lève les tabous. Et pour ça, je te remercie, et je parle au nom de tellement de femmes dans mon groupe de soutien qui, sur le plateau télévisé, j'avais entendu, je pense que c'était je sais plus qui avait dit ça quand tu étais passé sur le plateau télévisé, tu sors les gens du clan des pestiférés ou du ghetto des pestiférés. Vraiment, je te dis un énorme merci. C'est extraordinaire ce que tu fais. Donc, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est une stomie? Tu vas me faire pleurer, il faut que je garde mes esprits. Du coup, une stomie, en fait, c'est l'intestin qui est abouché à la peau. Donc, moi, dans mon cas, c'est le début de mon intestin grêle. Mais parfois, en fait, il y a plusieurs types de stomies. C'est-à-dire que la stomie, elle peut être sur le côlon, elle peut être abouchée sur l'intestin, et elle peut être également abouchée à l'urètre pour les stomies urinaires. D'accord. Donc, vraiment, il y a différents types. Donc, moi, dans mon cas, j'ai une jéjunostomie, ce qui correspond au début de l'intestin grêle. Et en fait, c'est l'intestin qui est cousu, abouché à la peau directement sur l'abdomen, qui permet en fait de recueillir les selles, tout simplement. C'est-à-dire que nous, le circuit à l'intérieur, il n'est plus là, il ne se fait plus. Moi, si j'avais tout à l'intérieur, ça serait dramatique, parce que je serais certainement dénutrie et déshydratée. Et là, le fait d'avoir donc à l'extérieur, la poche recueille les selles. Au tout début, en fait, dès que ça quitte l'intestin, en fait, dès que ça quitte l'estomac, ça recueille, en fait. Voilà, dès que ça quitte l'estomac, ça va un peu dans l'intestin. J'ai quand même le début du circuit, et après, je l'élimine. Dans mon cas, c'est vraiment de l'eau. C'est-à-dire que le côlon, c'est toi, par exemple, ton côlon, il a pour but de solidifier tes selles. Moi, ce chemin ne se fait pas. Évidemment, j'ai plus de côlon, donc le chemin pour les solidifier n'existe plus. Donc moi, c'est de l'eau qui sort directement. Et c'est pour ça qu'il faut que je fasse très attention à ce que je bois, à ce que je mange, etc. Parce que je risque encore plus la déshydratation et la dénutrition que quelqu'un lambda. Oui, parce que tout ce qui est assimilation des nutriments, évidemment, c'est au niveau de l'intestin. Et donc, voilà, tu es perfusé, en fait. Maintenant, on peut annoncer quand même que moins d'heures qu'avant. Donc, tu es obligé on te donne tous ces nutriments par perfusion, évidemment, puisque tu peux pas assimiler. Oui. Exactement. Au début, c'est vrai que je l'ai pas mentionné. On part un petit peu dans tous les sens. Oui. J'ai été donc quand je me suis réveillée, on m'a dit que j'allais avoir cette poche qui sera définitive et que je serais branchée une bonne partie de la journée. Donc au début, c'était ce qu'ils appellent brancher. Comme quoi, vraiment, l'importance des mots est tellement, tellement importante, parce que moi, branchée, dans ma tête, je m'imaginais vraiment pas perfusée comme ça. Au début, en plus, j'étais dans le flou encore de tout ce qui se passait. Je comprenais pas. Ouais, branchée, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais être branchée. Bon, alors au début, je vais être branchée, oui. Ouais, moi, dans mon vocabulaire, branchée, je trouve ça vraiment, oui. Mais bon, parce qu'on sort du cancer et tout ça, donc branchée, on sait. Mais toi, à 18 ans, ma pauvre, oui. 18 ans, branchée, tu te dis, je vais être branchée. Alors au début, 24 heures sur 24, donc 0 heure de liberté. Je leur ai rapidement dit qu'ils allaient me perdre, quoi. Psychologiquement, c'était impossible. Je venais d'avoir 19 ans dans le coma. Je venais de passer mes 19 ans dans le coma, et je leur ai dit, mais si vous me laissez perfuser 24 heures sur 24 comme ça chez moi, branché à une potence, là, je vais enfin me comprendre la définition de branché, ça va pas le faire. Je sentais que vraiment, c'était dur, quoi. C'était super dur. Donc, au fur et à mesure, avec ma demande, ils ont accepté, ils m'ont fait passer sur 18 heures, puis sur 16, puis sur 15. Et je retrouvais des petites heures de liberté comme ça qui étaient un rayon de soleil dans ma journée, en fait. C'est fou, hein, comme quoi tout est relatif. Ça m'a tellement marqué quand on s'est parlé la semaine dernière, où tu m'as dit je suis passée de 15 heures à 12 heures de branchement, et je me suis dit, mais c'est fou, c'est fou comme les petits bonheurs sont tellement relatifs. C'est par rapport à est-ce que c'est par rapport à voilà, est-ce que c'est toujours, oui, c'est ça, la grande peine et du coup la grande joie. Ouais. Mais moi, ça m'a fait un rayon de soleil. J'en ai parlé à mon mari, je me suis dit, mais tu t'imagines, elle a dit ça, elle est trop contente parce qu'elle est branchée plus que 12 heures ou 15 heures. Je disais, c'est quand même extraordinaire
C'est énorme. C'est-à-dire que là, donc je suis passée à un traitement assez récemment, là, qui me permettrait de faire sur 12 heures. Alors là, je suis encore en progressif. Là, on est sur 14 heures. Semaine prochaine, ça devrait être 12, mais voilà, il faut habituer le corps tout doucement. Et j'ai tendance à le chouchouter énormément depuis. Donc, je fais vraiment de manière très progressive. Mais c'est vrai que 12 heures de perfusion au lieu de 24 heures sur 24 de base, ça me permet d'avoir toute ma journée de libre comme une personne normale, entre guillemets, j'ai envie de dire. Oui, comme une personne normale, c'est quand même déjà pas comme une personne normale. C'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que tu te réjouis d'une chose comme ça alors que c'est quand même encore terrible. Et donc, si je comprends bien, quand je vois tout ce liquide blanc dans cette perfusion, parce que je dis aux auditeurs, il y aura des photos, il faut vraiment aller voir son compte, comme ça on réalise mieux. C'est en fait des nutriments qui passent là. Exactement. Alors en fait, c'est pas que des nutriments. Il y a des lipides, des glucides, des oligo-éléments, des nutriments. Oui, tout ce dont ton corps a besoin en fait pour vivre, pour être en forme, pour pas avoir de carences et pour être bien. Moi, comme je l'assimile pas par la nourriture, j'ai ce besoin d'être perfusée. Donc j'ai un cathéter sur la poitrine à droite où je fais mes soins chaque soir, chaque matin, dans lequel je me branche. Justement, ce fameux terme qui m'a vraiment hantée au début. Tu te branches? Oui, je me branche. Oui, mais attention, t'es hyper branchée comme Nana aussi. Mais c'est ça, et heureusement d'ailleurs. Non, mais alors voilà, et tu m'as perturbée, je ne sais plus. Non, tes soins. Oui, voilà, donc j'ai un cathéter dans lequel je fais mes soins tous les soirs et le matin, je débranche. Donc voilà. Et une voie centrale qui demande énormément de rigueur, énormément d'asepsie, énormément de beaucoup de choses parce que voilà, on rigole pas avec une voie centrale. Ça va faire presque 10 ans que je l'ai et je touche ma tête, je touche du bois, je touche tout ce qu'il y a autour de moi. J'ai jamais eu d'infection, j'ai jamais eu de problème. Et voilà, j'ai décidé de faire mes soins seule aussi parce qu'au début, évidemment, quand je me suis réveillée de tout ça, j'avais des infirmières entre 2 et 4 fois par jour. C'était alors heureusement on s'entendait très bien, on développe rapidement des liens affectifs et des liens amicaux parce que elles arrivent dans un moment de ta vie et c'est tellement intime et profond ce qui m'est arrivé que on a développé une très belle relation. Voilà, donc même si je les adorais, j'ai rapidement voulu être autonome sur mes soins, savoir me gérer. Être acteur de ma santé sans avoir de peur parce qu'en fait quand je suis rentrée à la maison j'étais pleine de peur, des peurs pour tout, des peurs de ma poche, des peurs de mon cathéter, des peurs de mourir en fait parce que tu reviens de tellement loin que tu te dis tu te sens si fragile que tu te dis à tout moment en fait tu peux y passer. Et en plus avec une voie centrale, je veux dire c'est vraiment c'est catastrophique quoi. Donc voilà. Mais je pense à toi. Bon, peut-être on va juste encore expliquer ce que ça représente comme soin tous les jours, mais je pense à toi en pleine construction sociale avec les amis jeunes, les amoureux, les garçons, et tu es en train de vivre toute cette expérience à un âge où on se construit avec ses amis et tout ça. Je me dis, mais mon Dieu, quoi. Ma vie sociale, elle a été complètement détruite. Et je pèse mes mots parce que, évidemment, j'ai eu un soutien hors du commun de mes parents, de mon petit frère et de mes meilleures amies qui, elles, ont été présentes et ne m'ont pas lâchée. Mais on a toujours des copines ou des copains qu'on rencontre au collège, au lycée. Et, ça les dépasse parce qu'ils comprennent pas ou alors ils ont peur ou alors... Et je sais pas, ça a dû être un mélange de plein de choses pour eux où j'ai fait un tri monumental dans mes relations, qu'elles soient... Oui, est-ce que ça, si je peux me permettre de te poser cette question-là, est-ce que, voilà, ça les dégoûte peut-être aussi? Il y a quelque chose, ça les met mal à l'aise? C'est exactement, je pense, les bons termes que tu as employés. C'est horrible, en fait, mais... le dégoût, j'arrive à le voir, à le lire dans les yeux des gens. Sous prétexte que j'avais une poche à caca sur le ventre. Donc ouais, c'est une poche à caca. Donc, moi déjà dans mon cas, c'est une poche qui recueille de l'eau. Et je trouve ça... c'est terrible. Je trouve ça terrible de vivre dans une société dans laquelle les gens ne sont pas informés, ne sont pas au courant. Et surtout, je pense qu'ils oublient une chose primordiale, c'est que ça peut toucher tout le monde en fait. Personne n'est à l'abri que du jour au lendemain, ça peut toucher n'importe qui. Et les gens manquent de bienveillance, cruellement.
cruellement, vraiment. C'est manque de bienveillance, d'humanité. Ils s'informent pas. Voilà. Moi, j'ai eu des réflexions, des remarques blessantes, tellement blessantes de ah mais tu vas avoir ça toute ta vie. Ah mais c'est une poche à caca sur le ventre. Ah c'est dégueulasse. Ah. Mais c'est surtout à cet âge-là, on est un peu, les ados sont peut-être un peu concons aussi, mais mais en fait, dans l'autre sens, je dirais que oui, les adolescents à cet âge-là sont concons comme tu dis, mais surtout ils oublient que dans l'autre sens, on prend tout à cœur en fait. Moi, une simple phrase comme ça me démolissait quoi. Et j'en avais pour plusieurs semaines à cogiter cette phrase, à me la ressasser et à me dire putain, je suis vraiment dégueulasse, putain, c'est vraiment ça comme ça que les gens me voient. Ouais, évidemment, mon corps n'était plus le même, évidemment. Hein. Je me suis réveillée, j'avais la sensation de m'être réveillée dans le corps d'une autre. J'avais une poche sur le ventre, j'avais une cicatrice sur la cuisse, j'avais une énorme balafre sur le ventre qui part d'en dessous de ma poitrine jusqu'en dessous de mon nombril. Il y avait du sang partout, il y avait des pansements partout, je comprenais rien, je savais même pas d'où les tuyaux sortaient, où les pansements étaient, à quoi ça correspondait. On savait même pas où donner de la tête en fait. Donc évidemment, mon corps n'était plus le même. J'ai jamais voulu le voir comme quelque chose de sale en fait, comme les gens peuvent parfois le voir. Moi, j'ai toujours vu comme je me suis dit putain en fait, je reviens de loin et j'ai tout ça, c'est loin d'être dégueulasse. Au contraire, je me disais c'est formidable ce que la médecine elle arrive à faire parce que s'il n'y avait pas eu toutes ces avancées de stomie, de coma artificiel, etc., je serais plus là. Ah bah je serais même plus là. Donc j'essayais sans cesse de me raisonner, sans cesse de me conditionner à me dire non, c'est pas dégueulasse, tu reviens de loin. Tu avais déjà commencé ton chemin de résilience dès le départ, quoi. Je sais pas si j'ai commencé mon lien de résilience dès le départ parce que je suis passée par tellement de phases que est-ce que tu peux nous en parler? Donc peut-être juste en une phrase, en fait, qu'est-ce que ça te demande comme soin au quotidien, en fait, comme heure, donc de vider cette poche en permanence. Tu peux pas l'oublier pendant 2 jours, quoi. C'est vraiment... Non, tu ne peux pas l'oublier. Elle est omniprésente avec toi tout le temps. Mes soins, pour te donner une petite idée, ce que ça représente, je vais t'expliquer un peu une journée type. Je me réveille vers 8h30, 9h, donc c'est l'heure où la pompe sonne. C'est la chance que j'ai d'être autonome, c'est d'avoir un peu plus de liberté et du coup d'organiser mon planning un peu comme je veux, malgré les contraintes, parce que les contraintes restent lourdes, elles sont lourdes. Mais voilà, donc ma pompe sonne en moyenne entre 8h et 9h, donc je me déperfuse. Je vais dans ma petite salle de soins qui est juste à côté de ma chambre. Je fais mes soins, donc je retire la perfusion, je désinfecte le cathéter, le point de ponction. Je ferme, je fais bien un pansement occlusif. Ensuite, je vais dans la salle de bain, je refais ma poche. Donc là, je retire la poche complètement. Je vais à la douche. Tous les jours, tu dois changer ta poche, en fait, oui. Tous les jours. Alors, c'est un choix personnel parce qu'il y en a qui sont stomisés, qui ne refont pas leur poche tous les jours. Moi, c'est un choix personnel pour un confort. Parce qu'avec le temps, en fait, je me sens plus à l'aise comme ça. Donc, tous les matins, c'est aussi mon moment. C'est-à-dire que je retire ma poche, je retire le socle, je retire tout. Je suis à nu avec moi-même, à nu, et je vais à la douche, et quand je sors de la douche, je refais tout au propre, au sec, une nouvelle poche, un nouveau socle, et on est parti pour la journée. Après, je fais ma journée un petit peu en fonction de ce que j'ai prévu, et cette poche, je la vide quotidiennement, un nombre incalculable de fois, parce que ça dépend de ce que je mange et de ce que je bois, mais c'est énorme. C'est énorme, parfois. Je peux chaque fois que tu manges quelque chose ou que tu bois quelque chose, ça arrive quasi... Voilà. Ben non, vraiment une question d'ex-nutrithérapeute. En fait, tout ce que tu manges, c'est pas du tout assimilé. Donc, en fait, tu peux manger ce que tu veux. Ouais, je peux manger. Enfin, non. Oui et non. Alors, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que je n'absorbe qu'en moyenne entre 20 et 30% de ce que je mange. Donc, il reste très peu. Oui, voilà, c'est quand même bien parce que c'est pas zéro, hein. Donc toujours voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide, c'est déjà bien. Par contre, c'est vrai que j'ai quand même une restriction hydrique, c'est-à-dire que je dois favoriser la Vichy Ceinture pour tout ce qui est sodium, bicarbonate, etc. Donc voilà, donc, éviter tout ce qui est eau plate, soda, parce que ça a l'effet chasse d'eau entre guillemets.
Ok. C'est-à-dire que dès que je vais boire un verre de coca, par exemple, ça se remplit quasi illico. Oui, donc en fait, tu dois manger des bons, une alimentation équilibrée. Une alimentation équilibrée. J'ai développé une hyperphagie compensatrice, c'est-à-dire que comme mon corps n'est pas rassasié quand je mange, il me demande toujours encore plus. Oui, tu n'as pas la sensation de satiété? J'ai la satiété depuis peu, mais c'est vrai que je suis passée un peu par toutes les phases au niveau de mon alimentation, l'hyperphagie. Parfois, j'avais pas de limite, j'avais pas de satiété justement. Là, je l'ai retrouvée au fur et à mesure avec les années. Je pense que j'ai trouvé un bon équilibre alimentaire, une bonne hygiène de vie. C'est tout le temps là, quoi. On peut pas oublier, on peut pas faire de petites folies. C'est quand même. Je dirais qu'il y a des instants qui sont rares, qui me permettent d'oublier un instant que j'ai tout ça. C'est très rare, ça arrive et c'est génial. Voilà, c'est très rare, hein, ça dure un court instant, mais c'est magique. C'est comme si c'était vraiment. Et tu te le dis après en disant j'ai pas pensé. Ouais. Ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière en me disant j'ai complètement oublié que j'avais une poche. J'ai complètement oublié que j'allais devoir me perfuser ce soir. Voilà, ça a duré peut-être 5 minutes, mais c'était un moment suspendu. C'est presque une petite expérience mystique en fait où le temps s'arrête et c'est ça. Et si tu as la capacité de recréer ces moments, c'est absolument formidable. Mais je vais tout faire pour, en tout cas. Je vais tout faire pour. Bon, on connaît la courbe du deuil avec toutes ces phases de déni, de colère et tout ça. Est-ce que tu peux, jusqu'à l'acceptation, la résilience et puis les allers-retours incessants, est-ce que tu peux nous parler, nous expliquer comment toi tu as vécu toutes ces phases? Parce que j'imagine que la colère a dû t'habiter. La colère m'a habité, la rage même. J'avais l'impression d'être en feu, en fait. J'avais vraiment l'impression d'être en feu à l'intérieur, tellement que j'ai eu de la colère, j'ai eu de la rage. Parce que là, ça fait presque 10 ans. Est-ce que il t'a fallu 10 ans pour arriver à cette résilience ou moins? Parce que c'est vraiment, j'aimerais bien que tu en parles parce que je dis toute personne touchée par la maladie ou n'importe quel trauma en fait passe par tous ces états. Mais comment tu as fait? Qu'est-ce qui t'a aidé le plus dans les moments? Tu sais que c'est drôle parce que mes abonnés, souvent, je reçois des messages. Charlène, comment tu fais et comment tu as fait? Et souvent, je rigole aux larmes, en fait, en lisant ce genre de messages parce que si seulement je savais comment j'ai pu faire. Parce que je me pose moi-même la question parfois, mais comment t'as fait? Comment t'as fait, meuf? En fait, c'est improbable des fois. Je me dis quand je me remémore tous ces moments, qu'est-ce qui t'a fait tenir? Et j'ai pas de réponse à leur apporter parce que je crois que c'est un ensemble de choses. J'ai eu un soutien hors du commun de mes parents, une présence de mes parents qui m'a sauvée. Ils m'ont sauvée. Mon petit frère, mes parents m'ont sauvée. Sans eux, je pense que j'aurais jamais eu la force de vouloir m'en sortir de cette manière. Je ressentais des émotions tellement puissantes à la seconde que c'est dur de dire qu'est-ce qui m'a vraiment aidée. Mais tu es passé par toutes ces phases de déni, de colère, de rage, sentiment d'injustice aussi. L'incompréhension. Déjà, l'incompréhension, je comprends. Je te disais tout à l'heure, je comprenais rien de ce qui se passait. Après l'incompréhension, tu réalises. T'as un deuil à faire, mais tu sais pas comment le faire. Après, t'as la colère et la rage qui étaient vraiment là. Après une profonde dépression, une profonde tristesse quotidienne, à broyer du noir, à me dire que j'étais même plus une femme, j'avais même plus un corps de femme, que ma vie était fichue, que comment j'allais faire pour travailler, pour construire une vie de famille, pour avoir une relation amoureuse, comment j'allais faire tout ça. Et après, voilà, on passe par plein d'étapes. La vie nous met des belles choses sur notre chemin et c'est grâce à ça qu'on se rend compte que, bon, finalement, la vie, elle va pas être si pourrie que ça. Le début de Kangourou Girl, quand j'ai voulu voilà, c'est ça, j'allais te demander, est-ce que les réseaux sociaux t'ont vraiment... Quand est-ce que tu as créé la page? Alors, j'ai créé la page le 24 juin 2018. Donc, ça faisait quoi? Ça faisait 5 ans. Ça faisait 5 ans, ouais. Sur un coup de tête, mais pas forcément un coup de tête, c'est-à-dire que ça faisait un moment que j'y pensais, un moment que j'avais envie de faire quelque chose de mon histoire. J'avais envie d'en parler déjà, tout simplement. Le fait que personne n'en parle, le fait qu'on était 80 000 en France, le fait qu'on était... renfermés sur nous-mêmes, on était dans l'ombre, on était dans la souffrance, dans le silence. Où est-ce que tu en étais dans ta phase après les 5 ans? Est-ce que tu commençais à accepter ou tu pensais que en créant cette page Instagram, ça allait accélérer le processus de résilience? Tu savais peut-être pas en fait, mais je savais pas du tout où ça allait me mener. Ouais. Très sincèrement, j'ai lancé
Kangourou Girl. Je me souviendrai toujours de ce jour-là. J'ai écrit en racontant mon histoire brièvement. J'ai fait une photo de moi en sous-vêtements à la plage en voyant ma poche. Et voilà. Et j'ai publié ça en me disant j'ai envie d'en parler. Oui, mais bien sûr. Honnêtement, jamais j'aurais pensé qu'aujourd'hui, le 31 janvier 2022, on soit à 33 000 abonnés, que j'ai fait des plateaux télé, des interviews, tout ça, je l'aurais jamais cru. Je l'aurais jamais cru si on m'avait dit ça à la petite fille qui était sur son lit d'hôpital en train de croire que sa vie était foutue. Non. Je pense que c'est réellement la définition de la résilience, de vraiment, est-ce que je pourrais même dire que c'est ta force aujourd'hui? C'est où vraiment tu as transformé l'obstacle en tremplin. Et en tout cas, tu aides des milliers et des milliers et des milliers de femmes. Elle est super belle, ta phrase. Les obstacles, les tremplins, elle est trop belle. Et voilà. Tu reçois, j'imagine, des centaines de témoignages de gens qui viennent d'apprendre ou. Oui. Bah là, pas plus tard qu'hier, j'ai eu un message d'une jeune femme, un peu plus jeune que moi, qui m'a évidemment bouleversée parce que c'est dur de garder de la distance avec les gens quand on les lit parce que c'est tellement affectueux, c'est tellement sensible aussi, donc évidemment que c'est dur. C'est super dur parce que je me mets à leur place, parce que je ressens leurs émotions, parce que je ressens leurs craintes, je ressens leurs craintes actuelles et leurs craintes à venir sur notre image, notre estime de nous-mêmes et le regard des autres. Et ça, je pense que c'est ce qui fait le plus de mal, en fait. C'est pour ça que j'ai voulu faire Kangourou Girl et voulu écrire parce que déjà, je voulais informer, je voulais expliquer. Toutes ces personnes qui ont une stomie maintenant, c'est dans le cas d'un cancer du côlon ou encore ce même syndrome que tu as eu à l'époque? Alors, l'estomie, ça peut être plein de causes différentes. Ça peut être pour un cancer, ça peut être pour les mêmes causes que moi, ça peut être pour la maladie de Crohn. La maladie de Crohn aussi, oui, bien sûr. Voilà, la maladie de Crohn, la rectocolite, un cancer. Comme je disais tout à l'heure aussi, l'estomie, c'est aussi urinaire. Il y a des tonnes de possibilités. Il y en a qui c'est de naissance aussi. Voilà, il y en a qui naissent avec un syndrome du grêle court, avec le grêle court. Et voilà, tout ça, en parler, c'est tellement important parce qu'en fait, les gens, je me dis que s'ils sont comme ils sont aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont surtout pas informés, que c'est inconnu et qu'ils savent pas. Et je me dis peut-être en expliquant, peut-être qu'on arrivera à changer un petit peu les choses. Mais comment est-ce qu'on peut justement cette information? Moi, quand on voit ton compte et puis j'ai vu évidemment d'autres comptes parce qu'une fois quand j'ai commencé à te liker, j'avais plein de propositions d'autres comptes de femmes aux États-Unis avec des stomies et je trouve que quand on connaît l'histoire, quand on peut avoir que de la bienveillance, c'est tellement. Et pas que, figure-toi, hein, j'ai pas eu que de la bienveillance. Oui, je peux pas concevoir. Enfin voilà, moi ça me touche en plein cœur qu'on puisse que le regard des autres puisse être qu'il y ait encore un regard de dégoût. Ça me rend malade. Moi, j'ai eu des messages vraiment, des messages. Alors c'est sûr qu'à travers un écran, c'est beaucoup plus simple, hein. Donc les gens se permettent peut-être aussi beaucoup plus de choses qu'en réel. Mais j'ai eu des messages et des commentaires, il faut s'accrocher, hein, il faut avoir le cœur accroché. Plusieurs fois, j'ai dû faire des pauses sur les réseaux sociaux parce que je me disais bon, on va prendre du recul parce que je fais pas ça pour avoir ce genre de retour en fait. Je fais pas ça pour ça. Oui, mais c'est pas des stomisés évidemment qui t'ont écrit des messages. Non, je pense pas. Et puis après tout, on sait jamais qui y a derrière cet écran, donc je dis toujours que c'est bien facile d'être méchant à travers un écran. Mais bon, voilà, c'est juste pour rebondir tout à l'heure sur ce que tu as dit, ça me semblait important. Moi, quand je suis rentrée à la maison, je cherchais beaucoup de réconfort et d'autres comptes, justement, des gens qui partageraient leur histoire similaire à la mienne. Et en fait, j'ai rien trouvé. Je trouvais beaucoup aux États-Unis. Voilà, moi et l'anglais, j'étais pas très forte pour tout traduire. Ouais. Et en France, j'ai pas trouvé grand-chose. Il y avait quasi rien, en fait. Et quand j'ai créé ma page, et aujourd'hui 4-5 ans après, je me rends compte, 4 ans après, je me rends compte que c'est de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent la parole, de plus en plus de gens qui se montrent, de gens qui osent franchir le cap de se prendre en photo en maillot de bain à la plage avec la poche, et des petits enfants, des petits garçons, des petites filles, des personnes, des jeunes et des moins jeunes. Et je trouve ça super.
Je trouve ça super. Je suis fière de cette communauté. Je suis fière de ces gens qui Moi, je suis très fière de toi. Moi, je suis très fière de toi parce que c'est vrai, parce que j'imagine que ces personnes doivent vivre dans un espèce de, le ghetto des pestiférés. C'est horrible pour ces personnes. On vit dans l'ombre, en fait. Moi, je me suis renfermée sur moi pendant des années, sans sortir. J'avais peur, voilà. Charlène, tu viens à la soirée de ça. Bon, déjà, avec la perfusion, je ne pouvais pas. Mais même des après-midi, même des après-midi, une journée shopping, une journée plage, une journée balade. Et je me disais non, enfin, je vis de la poche, non, si j'ai mal au ventre, non. Et puis alors au début, je cachais tout. C'est-à-dire que ma poche, je sortais, je buvais pas, je mangeais pas, je la cachais dans mon pantalon. Et je faisais des journées comme ça sans rien montrer, sans rien paraître, ni la fatigue, ni la douleur, rien. Ouais, mais donc tu n'étais pas toi en fait, un peu. J'étais pas moi. On se renferme dans quelque chose où j'étais complètement renfermée sur moi-même. J'avais plus une vie sociale épanouie. Je vivais dans la peur constante. En fait, j'avais peur constamment de tout. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidée de faire cette formation, d'être autonome, de gérer mes soins, de dépasser mes peurs. Ouais. Et après, avec un travail psychologique, de dépasser mes limites et d'aller au-delà de mes peurs. Et franchement, c'était nécessaire parce que je sentais que je sombrais. Et à la fois, j'avais envie de paraître forte et à la fois, quand je me retrouvais toute seule, je me disais, ça va pas. Oui, mais c'est vraiment le flot d'émotions contradictoires. Alors, est-ce que tu as des copines qui sont restées vraiment à tes côtés depuis le début et qui t'ont... Ça, c'est extraordinaire. Oui, je pense à 4 de mes meilleures amies, mes 4 meilleures amies que j'aime et que j'embrasse si elles m'écoutent parce que... Ah ben, j'espère qu'elles écouteront, oui. Parce qu'elles m'ont sauvé la vie, vraiment. Tout à l'heure, je disais, mes parents, mon frère m'ont sauvé. Elles m'ont sauvé. Et Kangourou Girl, ça a été... encore une autre thérapie, encore un autre pas. Bon, j'aimerais bien que tu parles du Kangourou Shop aussi, que tu peux nous expliquer ce que tu as créé à partir de Kangourou Girl. Donc, de nouveau, effectivement, c'est vrai que ce serait mieux que ce podcast soit visuel. Donc, j'invite vraiment les gens à aller voir la page de Charlène, bien évidemment. Donc, Kangourou Girl. Et puis, sur mon site internet, évidemment, il y aura plein de photos, des vidéos. Donc voilà. Donc, en fait, tu as développé une marque. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques mois après la création de Kangourou Girl, j'ai rencontré Liana et Guillaume. Donc Liana, une couturière, et son mari, qui avaient pour idée de m'aider. Ils ont été très touchés par mon histoire, qui circulait sur les réseaux. Et ils m'ont dit, est-ce que on peut faire quelque chose, en fait? Et moi, à l'époque, je me souviens, je dessinais sur mes poches. Je prenais des feutres, et j'écrivais ou je dessinais. Alors, j'ai pas du tout le talent pour, donc ça ressemblait vite à rien. Mais ça me permettait de sortir un peu du côté médical, d'essayer de faire quelque chose d'autre, d'apporter de la couleur. Moi et les couleurs, j'ai toujours aimé les couleurs. Donc voilà, je voulais faire quelque chose comme ça. Et en discutant, on a eu l'idée ensemble de créer des housses personnalisables, des housses lavables, réutilisables. Ah, donc pour mettre cette poche là, c'est dedans. Voilà, c'est une housse en fait. C'est un joli sac, quoi. Oui. Voilà, une petite housse. Et donc elle a commencé à faire ça pour moi. Ça a changé ma vie, ces poches, parce que ça me permettait de mettre un peu de couleur dans ma vie. Ça me permettait de sortir du côté médical et d'en faire limite un accessoire. Et j'adore dire ça parce que c'est vraiment comme ça que je le vois chaque matin quand je m'habille. Je m'habille en fonction de mon humeur. Et je mets une jolie poche avec des petits cœurs, avec des petites fleurs ou avec des fois unis aussi, ou des fois avec de la dentelle si je veux être vraiment jolie, sexy, assortie. Enfin voilà, et je me dis, ça change tellement la vie parce que bien sûr. On se trouve tout de suite plus jolie, on trouve tout de suite qu'il y a quelque chose en plus. Même si elle est cachée, en fait, c'est pour toi évidemment. Ouais. Et donc ils ont commencé à construire à fabriquer des poches comme ça, personnalisables, et tu as commencé à les vendre alors? C'est ça, alors personnalisable. Alors moi, je gère pas du tout le Kangourou Shop. Moi, je ne gère pas du tout le shop, c'est-à-dire que c'est ce que on a développé, on l'a créé avec Guillaume et Liana, mais moi, je le gère pas du tout. J'ai géré, si tu veux, la logistique du début, la création j'ai testé la matière des poches, qu'est-ce qui était possible de faire mieux, voilà. Mais aujourd'hui, je le gère pas du tout parce que mes projets perso et Kangourou Girl me prennent beaucoup de temps. Mais vraiment, ça a été un énorme pas vers mon acceptation de créer ces poches et de les porter.
elles permettent à moi et aux malades, je pense, de voir la maladie et de voir notre quotidien sous un autre angle. Et c'est important. Mais c'est très important. Oui, presque un accessoire, presque comme un sous-vêtement, presque on pourrait dire en fait. J'assortis souvent mes sous-vêtements avec la poche d'ailleurs. Avec la poche, oui. Dentelle, des fois du noir, des fois des couleurs, des fois des cœurs, des fois des fleurs, des fois juste, ils m'en ont fait des personnalisables vraiment, où il y a écrit Kangaroo Girl, où il y a écrit Charlène, où il y a écrit La vie est belle, parce que la vie est belle, c'est un peu mon dicton aujourd'hui. Et voilà, j'avais envie de le mettre un peu partout. Il est tatoué sur ma cuisse, mais ça suffit pas. Et voilà, c'est bon de se rappeler à quel point la vie peut nous offrir des belles choses, même si on vit des choses vraiment dramatiques. Oui. Charlène, je peux te poser une petite question par rapport parce qu'évidemment, ceux qui vont nous écouter vont peut-être se poser la question. C'est un peu plus intime, justement, c'est le cas de le dire, mais comment se passe l'intimité quand on a une poche? Alors, on va pas se mentir, hein, c'est extrêmement difficile au début quand on doit faire face à ce nouveau corps, à des cicatrices, à cette poche, aux éventuels problèmes qu'il peut y avoir, aux fuites qu'on peut rencontrer, à tout ce que engendre le fait d'avoir une poche, les cicatrices. Est-ce qu'il va regarder une cicatrice? Est-ce que ça va le dégoûter? Est-ce qu'il va quand même me trouver jolie? Est-ce qu'il va quand même me trouver désirable? Tout ce qui se passe dans la tête d'une femme à ce moment-là, c'était 1000 pensées à la seconde et c'était très dur parce qu'en fait, moi-même, j'étais pas convaincue que j'étais jolie. Enfin, j'étais même pas convaincue. C'était pire encore. Je pensais le contraire. Je me trouvais pas jolie. Je me trouvais pas désirable. Je me disais, personne ne pourra m'aimer comme ça. Je ne pourrais jamais avoir d'histoire d'amour. C'était compliqué à l'époque que j'étais avec quelqu'un qui m'a beaucoup aidée. C'était mon premier amour. Il m'a beaucoup aidée avec ma vision de moi. Il a accepté cette poche? Oui, il a accepté cette poche. Il me regardait pas différemment. Il touchait les cicatrices. Vraiment, il n'y avait pas de dégoût, il n'y avait pas de négativité. C'était que de la bienveillance. Et c'était vraiment voilà, du plus, il m'a aidée. Et pour des raisons personnelles, on s'est séparés. Et ensuite, quand on se retrouve avec, comme je disais, avec ce corps, et qu'on se dit comment je vais faire. Et je suis passée par... Il y a eu plein de choses, en fait. J'ai rencontré des gens que ça dégoûtait. Des gens qui me disaient ah, donc c'est une poche à caca. Ah, donc tu vas l'avoir tout le temps. Ah, tu la retires jamais. Ouais, non, la question, ouais. Ah, mais c'est... Du coup, c'est dégueu. On peut peut-être la cacher. Alors, une fois, j'ai eu, pour parler vraiment en confidence intime, on peut la cacher, tu peux mettre un t-shirt ou mettre une tenue, tu la caches. Et en fait, ça m'a pas fait du tout du bien parce que je me suis dit, mais moi, j'ai envie de m'assumer telle que je suis. J'ai envie qu'on m'assume et qu'on m'aime telle que je suis, en fait, à nu, sans couvre-poche, sans rien, juste moi avec mes cicatrices, mon corps. Et j'ai tellement souffert des remarques qui ont été quand même multiples au début que finalement, je me suis dit, en fait, tu as cette chance d'avoir ce filtre à con en toi. Le filtre à con, ça c'est... Et voilà, et j'adore parce que je me dis que si on s'intéresse à moi avec mes bagages, avec ce que j'ai, avec mon passé, mon histoire, et avec un peu les conséquences que ça a aujourd'hui, c'est que ça en vaut la peine, c'est que peut-être on peut aller quelque part. Et je me dis que si j'avais pas eu ce filtre, des fois j'aurais pu tomber sur des cons sans le savoir et perdre mon temps, alors que là, je perds pas mon temps. J'ai l'impression que là, tu vas vraiment tomber sur des bons, en fait, des hommes extraordinaires. Oui, juste pour répondre à la question de la sexualité et de l'intimité, j'ai envie de dire à toutes ces femmes qui ont une stomie, ou pas, ou d'autres juste qui ont des cicatrices et que ça complexe parce que c'est normal. Leur dire qu'au début, évidemment, c'est difficile et que le regard de l'autre, il se passe beaucoup de choses dans le regard de l'autre. Encore plus d'un point de vue intime. Ça nous impacte beaucoup parce que limite, on se voit dans l'autre. Et en fait, moi, j'ai envie juste de leur dire de s'accepter telles qu'elles sont parce que leurs cicatrices et tout ce qu'elles ont sur le corps, ça raconte une histoire. Et moi, je me dis souvent que mon histoire, j'ai survécu à tellement. Et je devrais même plus être là. Donc voilà, je suis une survivante, je suis là et je suis fière. Je suis fière de mon parcours, je suis fière de mes cicatrices. Et même si parfois c'est handicapant, parfois c'est un énorme complexe, il faut vraiment envoyer de l'amour à son corps.
m'envoyer de l'amour et le remercier d'ailleurs parce que sans lui, je serais plus là et en prendre soin et se dire que intimement on rencontrera des belles personnes. Est-ce que, voilà, tu dis que c'est encore compliqué, juste pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que, voilà, tu as tout à fait accepté ta stomie, mais tu passes encore par des moments tu as des jours de colère, est-ce que tu as encore des jours de non-acceptation, tu dirais, ou pas? C'est une super question, parce que je pourrais pas dire que honnêtement, je pourrais pas dire que je me suis acceptée à 100%. Oui. Parce que c'est un travail de chaque jour, en fait. Oui. C'est un travail de chaque jour et c'est un travail qui, je pense, ne finira jamais. J'ai beau accepter mon quotidien, faire mes soins chaque jour, 2 fois par jour, la poche, m'occuper en fait de ce corps tous les jours. J'ai beau le faire, j'ai beau prôner un message d'espoir et de résilience et d'amour sur les réseaux et au quotidien, dans ma vie, je suis pas différente dans ma vie perso, mais je dirais qu'il y a des jours où évidemment il y a des hauts et des bas, des jours où je pleure beaucoup, des jours où je suis en colère, des jours où parfois la rage ressort de manière pas tip top pour mon entourage parce que c'est généralement mon entourage qui trinque. C'est rarement moi toute seule chez moi. Et je m'excuse auprès des gens qui m'écoutent et qui m'entourent et qui me soutiennent. Je pense particulièrement à ma maman, je pense particulièrement à mes meilleurs amis, je pense particulièrement aux garçons aussi que j'ai pu rendre fou par mes états de rage et de colère. Ça fait partie de moi, voilà. Toute mon histoire m'a forgé un caractère et ça fait partie de la nouvelle Charlène. En fait, tu es extrêmement humaine. Hein. Ce serait étonnant qu'il y ait un 100% d'acceptation tous les jours. Je pourrais jamais dire que c'est 100% d'acceptation, c'est faux. C'est faux, 100% d'acceptation, ça n'existe pas. C'est un travail, comme tu dis, oui, c'est un travail de tous les jours. Alors, tu arrives peut-être parfois à 100%, puis ça descend un petit peu, puis ça remonte, et puis ça... Oui, mais c'est un beau message. Oui, il y a des jours, il y a des jours, c'est 100%, il y a des jours, c'est 200, parce que je me sens forte, parce que je me dis, waouh, après tout ce que tu as traversé, oui. Et puis il y a des jours, non, c'est -2, c'est la cata. Mais c'est bien que tu le dises aussi parce que ça te rend extrêmement humaine et ça déculpabilise toutes celles qui, voilà. Et c'est pas que avec la stomie, c'est dans toute maladie, dans tout trauma. Ouais. Et surtout, c'est un message que je profite de ton podcast, Delphine, pour faire passer ce message, c'est que souvent sur les réseaux, j'ai des petits commentaires, des petits mots, mais comment tu fais? Quelle force, quelle résilience, tu m'impressionnes. Et en fait, ça me touche énormément, mais je me trouve pas exceptionnelle. C'est-à-dire que j'ai pas eu le choix de composer avec mes nouveaux bagages. J'ai pas eu le choix parce que la vie m'a donné la chance de continuer à vivre, mais avec des choses en plus, des choses en moins. Je compose avec ça chaque jour et je me trouve pas exceptionnelle. En fait, on a juste pas le choix. Et dire aussi aux gens que il y a des jours où ça va pas, que je suis comme elles, en fait, que je suis comme eux, il y a des jours où ça va pas. Et il faut pas les enfouir et il faut pas ne pas en parler, au contraire. Ils existent, ils sont là et c'est comme tu dis, c'est ce qui me rend humaine. Je suis humaine, hypersensible. Je trouve que tu en parles bien dans les réseaux. Tu ne donnes pas que cette image ultra positive tu le dis bien quand ça serait faux. Ça serait faux de toute façon. Ça serait complètement faux de faire passer un message et une image de quelqu'un qui va toujours bien. C'est pas vrai. Ah bah oui, mais tu es sur les réseaux comme tu es en vrai. Alors Charlène, on va tout doucement clôturer ce podcast, mais j'ai encore plusieurs petites questions à te poser, justement par rapport à tes rêves pour le futur. Est-ce que tu rêves de fonder une famille? Est-ce que ce sera peut-être plus compliqué pour toi avec la poche? Et évidemment, je vais te demander tes rêves pour l'avenir, parce que j'ai vu hier que tu avais un rêve d'écrire un livre. Alors moi, je ne peux que t'encourager, évidemment, ayant vécu un peu la même chose, ce même rêve. Donc voilà, plusieurs petites questions. Pour répondre à tes questions concernant les rêves et les projets, effectivement, je vais me livrer un petit peu à toi. J'ai toujours rêvé d'être maman. Depuis aussi loin que je me souvienne, en fait, j'ai toujours rêvé d'être maman d'une petite fille. Il faut que j'arrête de dire ça parce que si un jour c'est un garçon, je serai tout autant contente. Tout aussi contente, oui. Oui, non, je serai tout autant contente. Mais j'ai toujours rêvé d'avoir un enfant. Malheureusement, j'ai été diagnostiquée d'une endométriose en novembre. On a dû me retirer mes 2 trompes. Ça a été un passage très dur pour moi, un peu comme si c'était un effondrement d'un rêve.
j'ai eu beaucoup de mal à me relever de cette épreuve, de cette intervention, jusqu'à ce qu'on me parle d'éventuelles solutions, de FIV. On m'a dit que c'était pas un problème pour moi si je voulais un enfant un jour, si j'avais toujours ce désir, que ce serait possible. Donc, ce sera une procréation médicalement assistée. C'est ça. Oui. Voilà. Okay. Mais par contre, le fait d'avoir une poche et d'avoir un grêle court n'engendre pas de difficultés particulières, si ce n'est des contrôles plus réguliers, des échographies, des prises de sang régulières, parce qu'en fait, avoir un syndrome du grêle court, c'est gérer sa nutrition, c'est ne manquer de rien. Donc là, c'est ne manquer de rien pour deux. Mais c'est possible. Voilà, mais le bébé, généralement, le bébé, il prend tout ce il prend. Voilà. Vraiment, en fait, il prend ce dont il a besoin. Donc, c'est juste que c'était encore une épreuve supplémentaire pour toi en novembre. C'était une épreuve. C'était quelque chose de très difficile pour moi. J'ai dû arrêter un petit peu les réseaux. J'ai dû prendre du recul un peu sur tout dans ma vie pour justement digérer encore cette information qui pour moi était énorme. En fait, c'était très dur. Mais contente aujourd'hui de savoir que si un jour j'ai toujours parce que là, franchement, pour être honnête avec toi, ce rêve s'est un peu estompé et je n'en ai plus envie actuellement. J'ai tellement souffert des interventions à répétition, la douleur, les souffrances, les convalescences, les remises sur pied, etc. Aujourd'hui, j'avais envie de me concentrer vraiment sur moi, sur mes projets, sur mes rêves. Et en fait, prendre du temps pour moi. Oui. Parce que je crois que finalement, j'en ai jamais pris vraiment ce temps pour moi pour faire face à mes traumatismes, à mon moi profond, pour faire face à moi-même en fait. J'ai jamais pris ce temps et là, ça me semblait important. Donc aujourd'hui, ce rêve est un peu mis de côté. Peut-être qu'un jour, je rencontrerai quelqu'un qui me fera changer d'avis. J'espère. Oui, et puis tu sais que c'est possible. Donc, et surtout, savoir que c'est possible. Que c'est possible, oui. Savoir que c'est possible, c'est super parce que on sait dans un petit coin de la tête que le rêve il est pas fichu, qu'il existera et qu'il peut-être naîtra un jour. Mais en attendant, je me concentre vraiment sur mes projets, sur mes rêves et en ce moment, je suis à fond sur mon bouquin qui prend forme petit à petit. Il y a des papiers partout. Là, je suis justement sur la table du salon. Il y a des papiers partout. C'est le temps, que ça se mette en place, que ça se mette dans l'ordre. Ça commence à ressembler à quelque chose et je suis plutôt fière de ça. Je suis impatiente de pouvoir le publier parce que j'y mets beaucoup de moi. J'y mets une bonne partie de ma vie, mes faiblesses, mes doutes, mes craintes, mes confidences. J'y raconte beaucoup de mon côté amoureux parce que finalement, toutes mes histoires d'amour, je n'en parle très peu sur les réseaux. J'en parle quasiment pas parce que je considère que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu protéger. Dans ce livre, j'ai décidé de tout y mettre. Donc, il y a vraiment tout de moi et j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Est-ce que tu as déjà trouvé un éditeur ou est-ce qu'on c'est encore en recherche. Il y a plusieurs. Il y en a plusieurs. Voilà, il faut que je me penche vraiment dessus, mais pas encore un éditeur précis. Après, il y a plein de choses derrière. Il n'y a pas que le fait d'écrire. Il y a tellement de choses après où il faut que je trouve des gens pour plein de choses, mais je peux pas trop en dire. Non, mais il y a ce projet-là. Est-ce que ça te fait du bien d'écrire? Écrire, ça a toujours été ma thérapie. Je suis une grande littéraire. J'ai passé mon bac littéraire justement l'année de mon intervention. J'étais en terminale quand je me suis fait opérer en 2012. J'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé lire. Et surtout, quand je vivais des choses bien, mais des choses aussi moins bien, des choses difficiles, j'avais toujours mes petits journaux intimes pas loin où je racontais un petit peu ma vie. Je racontais beaucoup de mes histoires de cœur. Je suis une vraie fleur bleue. Mais j'ai toujours eu plus de facilité à écrire qu'à dire les choses. Mais on le sent sur Instagram. C'est très, très puissant. Tes petits posts sont vraiment puissants. On sent que c'est ta manière de gérer les trop-pleins d'émotions, en fait. C'est ça. C'est exactement ma manière de gérer. C'est ma thérapie. C'est génial, l'écriture. C'est une libération. Alors, Charlène, toujours la question piège. Hein. Tout le monde me dit « Oh non, il fallait me le dire avant ». Comment est-ce que tu as envie de clôturer ce podcast ? Écoute Delphine, j'ai envie de clôturer ce podcast en te remerciant du fond du cœur pour ce moment partagé avec toi. J'ai passé 1 heure de confidence, vraiment à cœur, tout
tout en convivialité, tout était super agréable. Et je voulais te remercier d'être qui tu es parce que tu m'as beaucoup aidée lors de ma convalescence. Ton bouquin, ton histoire, ton parcours. Et j'aimerais tellement que le monde soit rempli de plus de gens comme toi. Ça m'a beaucoup... Qui m'est versé quelques petits... mais... Voilà, du coup, je voulais surtout finir ce podcast en mettant la lumière vers toi parce que tu es une très belle personne et je te remercie pour cette initiative et cette idée de podcast qui me touche beaucoup. Je me souviens, le titre m'avait beaucoup touchée. Mais écoute, merci Charlène. Alors, j'espère que je pourrai t'accueillir à nouveau sur le podcast quand le livre sera sorti. J'espère aussi, j'ai hâte. Mais alors, j'encourage vraiment tout le monde à aller sur la page de Charlène. Je mettrai évidemment toutes les informations sur ma page, sur Instagram, partout. J'espère que ce sera à la hauteur. J'espère tellement que ce sera à la hauteur des espérances des gens, mais surtout de mon espérance à moi, parce que je suis très, très exigeante et je veux vraiment quelque chose de super. Ce sera super. Merci Charlène pour ton temps. Merci 1000 fois. Bisous. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis, si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines, et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.